sauf qu'il peut le court-métrage de permettre ce soir de faire cet événement dédié c'est marqué, aux sociétés à mission. Voilà, donc bienvenue à vous tous, merci de vous être libérés par cette chaude journée du mois de mai, où il y a beaucoup de sollicitations. Et donc ce soir, on va avoir une soirée en 3 parties. Vous savez, au bout de 3, c'est compliqué, donc 3 parties. La première partie va être un temps où on va poser ce qu'est une société à mission. Certains, peut-être d'entre vous, le connaissent, ou connaissent ce que c'est, d'autres viennent là pour découvrir, donc on va se dire une société à mission, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on aura posé le cadre, on va se demander comment ça fonctionne. Et il n'y a rien de mieux que demander comment ça fonctionne à des praticiens de la société à mission. Alors nous sommes 4 sociétés à mission ce soir, mais moi je vais rester de côté puisque je suis mon propre salarié. Et des fois j'ai du mal à être d'accord avec moi-même, mais bon, ça c'est des choses qui arrivent. Voilà. Et la troisième partie, j'ai essayé, quand j'ai construit le conducteur, de ne pas faire trop dense pour qu'on ait un temps d'échange. Et j'espère, je souhaite, je vous encourage à poser toutes les questions. Vous savez, les questions sans langue de bois, celles où on va gratter un peu, celles où on ose poser les vraies questions sur ce dispositif. Est-ce que ça vous va? Voilà. Eh bien, si ça vous va, comme vous le voyez, on est sur une soirée qui est sous l'égide de 3 structures. La Maïf, l'association Entreprises à Mission Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes et la Convention des entreprises pour le climat Massif Central. Pour la Maïf, je vais passer la parole à Séverine Bondier qui va vous la présenter, ou en tout cas vous donner quelques clés si vous ne connaissez pas cet assureur militant. Séverine, c'est à toi. Merci. Bonjour. Alors, chères entrepreneuses, entrepreneurs, cadres, managers, responsables d'associations, chers sociétaires aussi, je pense qu'il y en a. En ma qualité de mandataire du conseil d'administration de Maïf et au nom des équipes militantes et salariés de Clermont-Ferrand, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je vous remercie sincèrement d'avoir choisi cette réunion co-organisée par Pierre Gérard et Maïf pour vous informer sur les sociétés à mission. Je vous remercie Pierre Gérard et puis également je remercie Sylvia Salvage qui est là-haut je crois, voilà, et son équipe au sein du pôle Maïf, association, collectivité et entreprise de Clermont-Ferrand. Alors Maïf assure 204 000 associations et collectivités et maintenant des entreprises. Elle assure 3,9 millions de foyers, elle réalise près de 4,5 milliards de chiffre d'affaires et elle rassemble 8 000 collaborateurs et militants. Elle est devenue en société à mission en juillet 2020, bientôt 3 ans, et elle s'était dotée d'une raison d'être préalablement en 2019 et nous nous souvenons de l'incroyable accueil positif de cette raison d'être parmi les acteurs internes, salariés et militants. Car sans être une révolution, elle traduit complètement nos engagements au service d'un mieux commun. Alors, avec cette soirée d'information, nous avons la volonté de diffuser, de montrer, de faire la promotion d'un modèle différent, celui des entreprises engagées dans la recherche d'impact positif. Entreprendre autrement. Alors, vous êtes nombreux à y penser, à vouloir entreprendre autrement, à chercher un impact positif pour vos activités, ou celles des entreprises que vous accompagnez et accueillez, parce qu'il y a dans la salle des structures qui accompagnent les jeunes entreprises et les porteurs de projets. Il y a ce soir un très beau plateau, merci beaucoup de votre venue, et je suis bien entendu ravie et honorée de la présence de Thierry Montminou, vice-président de Maïf, qui a démarré son militantisme à Clermont-Ferrand et qui a vécu ce chemin vers la société à mission au cœur. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère qu'elle sera peut-être le début pour vous d'un cheminement vers votre propre société à mission et je vous souhaite donc une belle réunion. Merci beaucoup Séverine. Donc on va commencer par le début, donc la première partie. Une société à mission, qu'est-ce que c'est? Et je vais me tourner vers Octavie Véricel.
Donc Octavie, toi tu es expert comptable. Tu as créé un cabinet qui s'appelle Covive, où vous êtes 8 aujourd'hui. Un cabinet qui permet de faire de l'expertise comptable, du conseil, de l'audit et qui est basé à Lyon. Donc tu es venu jusqu'à nous et je te remercie profondément. Tu es société à mission depuis novembre 2020. Voilà. Dans ton métier du chiffre et ton métier de la lettre, une société à mission, si tu as à la définir, qu'est-ce que c'est? Alors, pour revenir à l'origine, donc la loi Pacte, donc, qui était la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, donc, qui date de 2019, avait, donc c'était un énorme pavé, la loi Pacte, avec 138 articles. Il y avait tout un chapitre qui s'appelait « Repenser la place des entreprises dans la société ». Et c'est dans ce chapitre qu'il a été acté par une modification du Code civil que les sociétés commerciales donc, pouvaient ajouter à leur objet social une raison d'être qu'elles s'engageaient à poursuivre dans le cadre de leurs activités. Et puis cet article, donc 1835 du Code civil, a été complété par l'article L210-10 du Code de commerce, en disant qu'une société pouvait faire publiquement état de sa qualité de société à mission si elle avait une raison d'être dans ses statuts qu'elle complétait par des objectifs qui lui permettaient d'engager sa mission, des objectifs, donc un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux qui déterminaient sa mission. Donc on voit bien que là, le législateur, il a prévu donc repenser la place des entreprises dans la société. Il a voulu donner à des entrepreneurs existants ou à créer une possibilité d'exercer leur activité en ayant un autre objectif que celui de mettre en commun des biens ou une industrie dans l'objectif de partager un bénéfice ou de faire une économie, ce qui était jusqu'à présent la manière dont le Code civil définissait une société commerciale. Donc la société à mission est vraiment un moyen d'agir pour un entrepreneur, pour un collectif d'associés, d'agir au-delà de son objet social en transformant sa stratégie ou en déterminant sa stratégie par rapport à une mission qu'il s'assigne. Voilà, pour résumer. D'accord. Donc, on reprend sa stratégie, on écrit une raison d'être et on se fixe un certain nombre d'objectifs. Donc là, pour la raison d'être, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Vous voyez qu'il y a Bertrand Valliorgue et vous ne le voyez pas devant vous. Bertrand est quelqu'un qui est clermontois, qui est maintenant professeur à l'EM Lyon, qui devait venir et qui a un empêchement. Mais c'est là qu'on bénéficie d'une interview sur le sujet qui a été faite il y a 2 ans et vous verrez à l'époque il y avait encore marqué UCA. Donc voilà, on va l'écouter pendant 7 minutes, enfin 6 minutes 51. Ce qui vous permettra de... La vidéo, voilà, ce qui va vous permettre de... Non, vas-y. Raison d'être, dernière ruse ou dernière chance? Bonjour Bertrand Valliorgue. Bonjour Pierre. Bertrand, tu es professeur en stratégie et en gouvernance à l'université Clermont-Auvergne. En 2019, on a eu la loi Pacte et depuis on parle beaucoup de raison d'être. En février 2020, juste au moment du premier confinement, tu as publié un essai sur la raison d'être aux presses universitaires de Blaise Pascal. Tu y dis raison d'être, dernière chance ou dernière ruse. Quand tu parles de dernière chance, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi? Bien, on vit un moment très particulier dans nos systèmes économiques, dans la vie des entreprises. Les entreprises sont essentielles à notre quotidien, elles nous habillent,
elle participe à notre mobilité, elle participe à nous informer, elle participe à nous loger et nous soigner. Mais on est sur un modèle de développement fragile et non durable, parce qu'on a une extraction de ressources non renouvelables, on voit augmenter un certain nombre d'inégalités, et on doit faire face à un défi très important, qui est le défi du changement climatique. Et les sociétés occidentales, la société française, elle attend des choses et des réponses très concrètes de la part des entreprises pour relever ces défis qui sont devant nous, les défis sociétaux, les défis environnementaux. Et on voit de plus en plus de mouvements sociaux et d'activistes qui se mobilisent et qui attendent que les entreprises fournissent des réponses. Et la notion de raison d'être vient rappeler cela, qu'une entreprise doit participer à une dynamique de progrès social et environnemental. Et si elle ne le fait pas, il y a des risques de contestation forts. Il y a la licence to operate, le droit à produire qui peut être contesté, et c'est une fragilisation de nos économies libres de marché. Donc on attend des réponses concrètes, rapides des entreprises pour relever les défis d'aujourd'hui. Dans ton essai, tu parles beaucoup des grandes entreprises. Or, quand on prend par exemple notre région, on a un tissu économique qui est plus fait de petites entreprises, des PME, des ETI. Quel est l'intérêt pour une ETI, une PME, où on a souvent un autre type d'actionnariat, de s'engager dans la logique d'une raison d'être? Il est vrai que les entreprises du CAC 40 ont très largement communiqué sur le sujet de la raison d'être. Donc on a vu un certain nombre de dirigeants prendre des positions. Mais quand on regarde dans les faits, il y a l'Observatoire de la communauté des entreprises à mission qui révèle qu'en réalité, ce sont plutôt les PME, les ETI, voire les TPE, qui s'approprient le plus le sujet de la raison d'être. Donc ce n'est absolument pas un sujet grande entreprise, très grande entreprise, c'est aussi, et peut-être même surtout, un sujet PME. Alors pourquoi une PME peut aller sur le sujet de la raison d'être, ou doit aller sur le sujet de la raison d'être, ça dépend de la volonté des dirigeants. Il y a 3 raisons peut-être essentielles qui font que ça a un intérêt pour les PME. Un, c'est de regarder les grandes tendances dans l'environnement, dans le secteur économique de cette PME. Qu'est-ce qui est en train de bouger? Quelles sont les grandes tendances? Quelles sont les grandes attentes auxquelles cette PME est exposée? C'est aussi un moyen de questionner son modèle économique. Est-ce que j'ai un modèle économique durable? Est-ce que j'ai beaucoup d'externalités négatives sur mon modèle économique? Beaucoup d'externalités positives. Donc ça permet de réévaluer dans une projection à long terme la viabilité et soutenabilité du modèle économique. Et la 3e raison pour une PME, je pense que c'est nourrir la marque employeur et attirer des talents. Les jeunes générations, voire les moins jeunes également, sont intéressés pour avoir des métiers et travailler des projets économiques qui ont du sens. Donc la raison d'être peut nourrir la marque employeur de la PME. Donc tu viens de nous présenter les différents intérêts d'une raison d'être pour une PME, mais en pratique, comment s'y prendre? Alors il faut être pragmatique. Il ne faut pas une raison d'être pour avoir une raison d'être. Ça serait une erreur de se lancer sur ce sujet sans être préparé. Et il faut une méthode et sans doute des étapes. Et puis savoir aussi arrêter le chantier parce qu'il n'y a pas la maturité suffisante et ne pas vouloir aller complètement au bout de ce projet. Moi, je verrais 2 étapes pour une PME qui voudrait se lancer dans le sujet raison d'être. La première étape consisterait à faire un 360, c'est-à-dire regarder, balayer le spectre de ces parties prenantes et voir quelles sont les attentes actuelles et puis aussi les attentes futures de ces parties prenantes et se dire, est-ce que j'y réponds? Est-ce que j'y réponds bien? Est-ce que je peux y répondre? Ou est-ce que, au contraire, je suis très décalé par rapport à ces attentes? Ensuite, c'est d'aligner ces attentes avec les ressources et les compétences de l'entreprise. Est-ce que j'ai le savoir-faire pour demain rester compétitif et soutenable? Si le patron de PME voit que les choses sont alignées, je crois que le sujet s'arrête, il est au point, il a sa raison d'être, elle n'est pas formulée, mais il sait qui il est, il sait où il va, il est sur la bonne trajectoire. S'il voit par contre un désalignement ou un désalignement potentiel entre ce qu'il sait faire et ce qu'il faudrait faire ou ce qui est attendu, là le chantier doit être ouvert et avec pragmatisme, réfléchir à comment faire évoluer l'entreprise pour qu'elle s'aligne avec les grands défis de demain et les attentes des parties prenantes. Quand on avait préparé l'émission, tu me disais que finalement, la raison d'être, ce n'était pas automatique. On n'était pas forcément obligé de brasser tout le temps la chose. Non. Alors, peut-être 3 conseils. Premier conseil, c'est prendre son temps. Ne pas vouloir faire une raison d'être en 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça n'a aucun sens. C'est un exercice de projection sur le long terme qui ne doit pas être bâclé en quelques semaines et en quelques mois. Donc, il faut prendre son temps et réfléchir. Deuxième conseil, je pense qu'il faut être accompagné
si on veut avoir un maximum d'efficacité sur ce processus de redéfinition de la raison d'être de l'entreprise, il faut faire ce 360, il faut gratter là où ça fait mal, et il est sans doute utile d'être accompagné pour aller donner un maximum d'efficacité à la démarche. Et puis, troisième conseil, ne pas faire un exercice de raison d'être pour communiquer. C'est une très mauvaise idée d'aller sur le sujet de la raison d'être pour en faire un exercice de communication, parce qu'on va décevoir, on ne va pas être fier de ce qu'on fait, et on va aussi décevoir ses parties prenantes. D'où le terme ruse, où on voit parfois que certaines entreprises sont allées beaucoup trop vite, et on fait un traitement superficiel de ce chantier stratégique, et forcément elles vont être déçues. Un conseil, être pragmatique, et surtout ne pas le faire pour communiquer. Merci Bertrand Valliorgue. Merci Pierre. Et voilà. Je vous avais dit que c'était court. Ça va? Vous savez tout sur la raison d'être? Ok. Alors là, on est presque à la fin de la première partie, mais on va jouer au quiz. Une société à mission, pour être société à mission, qu'est-ce qu'il faut? Une raison d'être, des objectifs sociaux et environnementaux. Ben, vous êtes super bon. Puis il y a des choses qu'on n'a pas dit en fait. En fait, effectivement, dans ces statuts, il faut une raison d'être, des objectifs sociaux et environnementaux, un comité de mission. Le comité de mission est un groupe qui est là pour voir si l'entreprise fait bien son job de société à mission. Et il faut être certifié par un organisme tiers indépendant. Octavie est OTI, organisme tiers indépendant, ce qui nous permettra tout à l'heure, quand il y a des questions, d'avoir aussi le point de vue de quelqu'un qui regarde les autres sociétés à mission, leur fonctionnement et comment ça se passe. Une question à 100 sous. À votre avis, 2019, la loi Pacte, combien aujourd'hui on recense de sociétés à mission en France? Tintin. 1000. Waouh, vous êtes bien, hein, parce que c'est 1075 aujourd'hui. Voilà. Et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'émotion quand on dit Auvergne-Rhône-Alpes, ça. C'est parce qu'il y a un truc qui va après Auvergne. Voilà, non, c'est blague à part. Région Auvergne-Rhône-Alpes, combien de sociétés à mission alors? Et Séverine est quand même absolument parfaite, elle m'a dit 1000. Et en fait, il y en a aujourd'hui 99, mais comme il se peut qu'on en ait perdu une. Après, si on prend l'Auvergne, l'Auvergne en tant que telle, on a... ça tient dans les doigts d'une main. Hein. Sur l'Auvergne, on a 4 sociétés à mission. Donc, Thierry avec Fimeca. On a Sabaro-Vastner qui fait des plats cuisinés au puits. Ça fait 2. Ensuite, il y a ma boîte Regard Mêlé. Et il y a Volvic, qui est aussi société à mission par là. Oui? Super! Yes! Nous sommes 5. Bravo! Alors là, j'ai dit bravo. Donc, nous sommes 100 et non 99. Et c'est très bien d'être plus nombreux dans notre territoire. Et donc, voilà la fin de la première partie. On a posé le cadre de ce qu'est une société à mission. Et maintenant, on va passer à la pratique. La pratique avec Octavie, je vous l'ai présentée. J'ai simplement oublié de vous dire qu'elle est cofondatrice de l'association Entreprises à Mission Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Où nous sommes une trentaine d'adhérents aujourd'hui sur la région. Quelque chose comme ça. Voilà. Thierry Galamas. J'ai 2 Thierry, donc il va falloir à chaque fois que je donne le nom de famille. Donc Thierry Galamas, qui est PDG de Fimeca Ingénierie, une société d'ingénierie de 32 personnes, qui est basée à Cournon d'Auvergne, Annecy et Paris, 2,2 millions de chiffre d'affaires, et qui est société à mission depuis décembre 2021. Et Thierry Montminot, qui est vice-président de la Maïf, assureur avec 4 millions de sociétaires,
9000 salariés, 1000 mandataires mutualistes, 4,5 milliards de chiffre d'affaires, et donc qui est société à mission depuis juillet 2020. À votre avis, dans cette deuxième partie sur le volet pratique, on va vous faire parler, vous faire témoigner sur quoi en premier? Qu'est-ce qu'on va aborder là tout de suite comme bah voilà. Effectivement, on va commencer par la raison d'être. En fait, voilà, on va commencer par deux raisons d'être. Celle de Fimeca et celle de la Maïf. Il n'y a pas de faute, hein, Thierry? Non, non, mais la mienne, je la connais, je regardais celle de la mienne. Alors Thierry, si tu la connais, je te laisse le micro. Tu peux nous la dire comme ça, on va voir s'il la sait sans regarder. C'est un piège, ça. Non, mais parce que je taquinerai après Octavie sur la sienne. C'est construire ensemble par une ingénierie innovante, une industrie respectueuse de l'homme et de son environnement. Ah, on peut dire bravo. Hein. Thierry, comment on arrive à... Quel est le parcours qui permet de faire émerger cette raison d'être dans une entreprise de 30 personnes, ou 32, pardon? Alors, je vais te répondre, mais si tu permets, je vais d'abord répondre à une question que tu n'as pas posée, c'est le pourquoi. Oui. Pourquoi on se lance, même pas au départ dans la question de l'entreprise à mission, mais dans le choix d'une raison d'être, en fait, et dans la définition d'une raison d'être. Et alors, pour Fimeca, c'est venu du fait que Fimeca donc, a été créé en 2001, à l'époque des lois Alex sur la valorisation des travaux de recherche. Et donc c'était une société, ce qu'on appellerait techno-push, ou vraiment de valorisation de travaux de recherche, un peu sur des métiers de niche. Et puis elle s'est développée petit à petit. Moi j'ai repris l'entreprise en 2018, son fondateur partait faire d'autres choses, avec quelques autres salariés, et après quelques années où il y avait eu un peu d'hésitation, on va dire, sur la stratégie à suivre. Et donc en fait en 2019, un an après la reprise, on a fait le constat on a fait plusieurs constats un peu parallèles. Le premier, c'est qu'il n'y avait plus un lien évident du pourquoi on est là en fait, du pourquoi on bosse à Fimeca. La raison initiale de dire on va valoriser ces travaux de recherche, elle était plus évidente, puisqu'en fait au fur et à mesure qu'on s'était développé, l'expertise s'était un peu développée par adjacence, on va dire, sur des compétences à côté, et donc la techno initiale faisait plus le lien de façon évidente. On était déjà sur plusieurs sites, donc il n'y avait pas non plus l'unité de lieu qui fait que c'est un lien évident. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui faisaient qu'il n'y avait plus un lien aussi évident que ça. Premier constat. Deuxième constat, c'est quel est notre projet en fait. C'est les années juste avant, finalement le projet c'était de reprendre la boîte, quoi. Mais un an après la reprise, c'est plus suffisant pour emmener tout le monde, quoi. Il faut se donner une autre raison de vivre, et donc ça ne suffit pas. Et puis pour couronner le tout, donc reconstruire un plan stratégique, mais pour reconstruire un plan stratégique, il faut le construire sur la base de quelque chose, et donc c'est ce quelque chose là qu'on avait envie de trouver. Et puis troisième chose qui complète tout ça, c'est que j'avais l'habitude déjà depuis quelques temps de dire que l'argent, c'est pas le but de l'entreprise en fait. Faire de l'argent, c'est pas le but de l'entreprise, c'est son oxygène. Voilà. Donc c'est vital, mais comme l'oxygène, respirer en principe, c'est pas ce qui fait qu'on se lève, ou sinon c'est qu'il y a un problème. C'est pas ça qui nous motive le matin, ou sinon c'est qu'il y a un problème. Et donc c'est un peu pareil pour l'argent dans l'entreprise. Voilà. Et donc tout ça fait qu'on se dit il faut qu'on trouve une base, quelque chose sur laquelle on va construire ce plan stratégique, qui va créer du lien, qui va répondre au pourquoi on est ensemble. Et donc ce pourquoi on a envie d'être ensemble, finalement c'est ce à quoi on a envie d'être utile. Et donc réfléchissons à cette raison d'être. Voilà. Et donc le comment, en fait c'est marrant parce qu'il n'y avait pas encore eu l'interview de Bertrand, mais en fait, quand j'entends ses conseils, c'est à peu près ce qu'on a suivi. C'est-à-dire qu'on s'est fait accompagner déjà par quelqu'un et qui nous a proposé de fonctionner en un certain nombre d'étapes. Ça nous a pris un an. Ça nous a pris un an, l'année 2020. Donc c'était bien parce que c'était l'année du Covid. Donc on avait qui était quand même un peu déprimante sur pas mal d'aspects, un peu secouante pour les organisations puisqu'on s'est tous retrouvés en télétravail pendant une bonne partie de l'année. Et on avait ça qui nous reliait tout au long de l'année. Et donc on a démarré par des questionnaires, des interviews qui ont été faites auprès d'un certain nombre de salariés,
pas tous, mais quelques salariés, et puis quelques clients clés, pour avoir leur avis sur ce qui était bien aujourd'hui, ce qui caractérisait Fimeca aujourd'hui, à l'époque, début 2020, et puis vers quoi on pouvait être amené à aller, quoi. Voilà. Et puis, sur la base de ces interviews, ensuite, il y a eu 3 étapes. La première, c'était un moment de réflexion en comité de direction, avec les responsables d'équipe, pour commencer à formuler des raisons d'être, voir ce que ça pouvait être, etc. Ça, c'était le 13 mars, donc vraiment juste avant qu'on ferme tout, ou presque. Et puis ensuite, au mois de juin, quand on a pu à nouveau se retrouver, là, on s'est retrouvé entre actionnaires cette fois, et on est reparti de ce qui avait été formulé par le comité de direction, par le groupe de direction, et puis on les a re-questionnés, re-challengés, et puis on en a formulé d'autres. Et à la fin de ce moment-là, alors plutôt en regardant sous l'angle des facteurs clés de succès de Fimeca, en fait, qu'est-ce qui fait notre force, et donc qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans cette raison d'être-là, c'était surtout ça avec les actionnaires. Et on est arrivé en juin, à ce moment-là, à une quinzaine de propositions, de possibilités de raison d'être, alors qu'il y avait des points communs, mais c'était 15 formulations différentes. Et en fait, en septembre, ensuite, on a fait notre séminaire d'entreprise, donc on regroupe tous les salariés de Fimeca, alors à distance vu le contexte. Et c'est là vraiment qu'on a choisi notre raison d'être. C'est-à-dire qu'on a soumis ces 15 propositions, elles ont été discutées et donc reformulées. Donc en fait, ça a fini par faire encore plus de propositions possibles. Sur la base de ça, il y a eu un premier vote. Alors pas un vote comme aux élections, hein, c'est-à-dire que c'était pas juste on vote pour celles qu'on préfère, en fait on les classait. Donc ça a permis de faire émerger celles qui plaisaient au plus de monde, mais aussi de voir parmi celles-là, celles qui étaient rejetées par certains. Voilà. Et donc ça a pu permettre de faire exprimer le pourquoi elles étaient rejetées, puis de discuter dessus. Et ensuite il y a eu un deuxième vote, et vraiment on a choisi notre raison d'être. Donc en fait c'est vraiment les salariés qui l'ont choisi. Et puis ensuite elle a bien sûr été validée par les actionnaires dans la formulation retenue par les salariés. Voilà, donc c'est ça qui a amené à cette raison d'être là. Et donc c'est la force, je trouve, de ce processus, au-delà du fait qu'il a pris du temps et que donc on a pu vraiment questionner les choses, aller au fond des choses, comme le dit Bertrand dans son interview, c'est que du coup c'est vraiment un choix de tous. Voilà, c'est un groupe de direction, actionnaires et l'ensemble des salariés. Et donc ça permet ensuite vraiment de s'appuyer dessus. Du coup, d'abord, il est devenu naturel de devenir entreprise à mission, puisque voilà, c'était évident pour tout le monde qu'on allait dans ce sens-là. Et puis, on peut vraiment s'appuyer dessus pour avancer, quoi. Et tu es toujours confortable dans la raison d'être qui a émergé en 2020 ? Ouais, on est toujours confortable dedans. Le point, mais qui viendra, je pense, dans la suite de la discussion, en fait, c'est ok, maintenant qu'on a décidé que c'était ça notre raison d'être, comment on fait en sorte que ce soit le gâteau et pas la cerise sur le gâteau, en fait. Comment on fait en sorte que ce soit vraiment ça notre activité et pas un petit plus qu'on fait à côté de l'activité pour se donner bonne conscience, en fait. Donc comment on réaligne vraiment notre business model pour le mettre en accord à 100% avec cette raison d'être. Merci. Thierry, est-ce qu'on fait le même exercice ? On peut, ouais, être convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun. Nous plaçons donc cette attention dans chacun de nos engagements et chacune de nos actions. Moi, je dis bravo. Hein. Il a plus de mérite. Merci beaucoup. J'ai une question pour autant. La Maïf, qu'est-ce qu'ils font comme métier ? Eh oui, nous sommes assureurs. Oui. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans la raison d'être ? Est-ce qu'il est fait mention au métier d'assureur ? Il y a garantir un peu quand même au milieu. Il y a garantir. Il y a garantir, ouais, c'est pas faux, comme disaient les autres. Quand on a préparé l'échange, j'ai dit à Thierry, mais c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas le terme assurance quand on se proclame depuis des années et qu'on est depuis des années assureur militant ? Ouais, c'est une très bonne question. Oups, on l'a pas fait exprès. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment volontaire. C'est simplement parce que on s'est dit que la raison d'être, ça devait être à la fois assez précis sur l'état d'esprit, l'intention, et justement l'intention sincère ou l'attention sincère, et être assez large pour nous permettre d'exercer peut-être demain des métiers en lien avec celui qu'on a aujourd'hui, mais pas se limiter au métier de l'assurance. Alors,
vous êtes à l'époque peut-être un peu moins, autour de 7800, 8000 salariés. Comment on fait émerger une raison d'être dans une entreprise d'une telle taille? C'est pas le service com qui tout d'un coup se dit « Ah, la raison d'être c'est ça » ou le service mutualiste. Comment ça se passe? Alors c'est évidemment surtout pas ça. Moi j'ai bien entendu ce que vient de dire Thierry, Stélie Bertrand, et puis le rappel assez précis qu'a fait Octavie juste avant. Donc je ne reprendrai pas tout ça, mais en fait c'est un résumé de la démarche. Et finalement, ce qu'on fait dans une petite entreprise avec 32 salariés, avec des actionnaires, on se doit aussi de le faire avec une entreprise un peu plus importante. Donc nous, alors je reviens sur la nécessité d'être accompagné des gens, ça c'est une évidence. Parce qu'il y a vraiment une méthode pour la raison d'être, et s'il y a dans la salle des gens qui se disent « Ah oui, mais on n'a pas forcément les moyens d'eux, etc. », on peut trouver des accompagnements de qualité, voilà, pas forcément avec un budget énorme. Après, il est clair que nous, on avait fait le choix de consulter, je crois qu'on a dû consulter 215 000 personnes, quelque chose comme ça, puisqu'on a vraiment, j'ai entendu 360 tout à l'heure, fait le tour de toutes les parties prenantes. Donc, quand on a 3 900 000 sociétaires, chez nous, un sociétaire, c'est un foyer. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup plus de monde. Oui, près de 9000 salariés aujourd'hui, 1000 mandataires mutualistes, donc des mandataires du CA, comme Séverine qu'on a entendu tout à l'heure, donc qui sont des sociétaires engagés, des salariés, etc. etc. On a interrogé tout le monde jusqu'aux alternants. Voilà, le panel était assez large. Et on a vraiment voulu revenir sur notre histoire, notre ADN. Il est vrai que pour nous, sur les motivations d'avoir une raison d'être, on s'est dit, on avait fait un temps l'arbre des valeurs. Et c'est vrai que le mot valeur, il est peut-être un peu galvaudé aujourd'hui, et au nom des valeurs, on peut parfois défendre tout et son contraire. Donc on s'est dit concrètement, ces valeurs, c'est quoi? Et ces valeurs dans notre métier, les raisons pour lesquelles on est quand même un petit peu reconnu comme une entreprise performante. Qu'est-ce qu'on peut montrer là-dedans, à travers cette raison d'être? Comment on peut montrer que pour nous, l'éthique et la performance, ça va ensemble? Il n'y a pas d'un côté l'éthique, de l'autre côté la performance économique, en se disant ouais, il faut trouver un équilibre, et puis là, si on est plutôt là, on est plutôt ceci, si on est plutôt de l'autre côté, on est plutôt cela. Je crois qu'on a réaffirmé à travers cette raison d'être là, en fait, toutes les bases qui font qu'on nous reconnaît un vrai leadership en matière de relations clients, de relations sociétaires chez nous. Donc cette attention sincère qui se traduit chez nous par exemple des formations sur l'émotion, l'empathie, etc. On n'a jamais été dans le traitement technique un sociétaire, c'est jamais un dossier. Un sociétaire, c'est une personne qui a besoin de nous à un moment donné. Et ça, c'est comme ça qu'on a trouvé l'attention sincère. Alors il y a eu de nombreux, alors je ne vais pas vous faire grâce de toutes les dates, là, parce que d'abord je ne les connais pas par cœur. Ce que je sais, c'est que ça a duré. Ça a duré 1 an, 2 ans, je ne sais plus. On a pour habitude, nous, d'avoir des séminaires, direction générale, conseil d'administration réguliers. Chez nous, un séminaire stratégique, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est exceptionnel dans le contenu, mais c'est une habitude. Donc on a travaillé, on a compilé tous ces retours-là. Et puis, à force d'aller-retour, on a pesé chaque mot. Et effectivement, on a décidé de ne pas écrire un sur un. Voilà. Et une structure mutualiste, donc avec une gouvernance, avec un conseil d'administration et un directeur général, et surtout un humain, une voix, on voit un sociétaire, une voix. Qui a été à l'origine de l'envie d'aller vers cette dynamique de société à mission? C'est venu de la direction générale, ou en tout cas de ceux qui mettent en œuvre, ou c'est venu de la gouvernance, ou peut-être des deux? Des deux. Des deux, parce que quand on a su, notamment les travaux là, sur la loi Pacte et tout, on s'est dit, mais pour nous, il y a juste une logique. On est dans la continuité. L'engagement sociétal de la Maïf, il remonte quand même à un certain nombre d'années. Thierry faisait remarquer tout à l'heure, on me disait, mais vous avez souvent des soirées comme ça, des conférences, etc. Oui, localement, justement, nos équipes salariées et militantes organisent je crois qu'il doit y en avoir bientôt d'ailleurs, de programmer, ce qu'on appelait les conférences mutualistes. En fait, ce sont
des séances où en fait on offre la possibilité de débat non seulement à nos sociétaires mais au grand public sur des thématiques sociétales depuis très 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 longtemps, des dizaines d'années. Et pour nous, c'était logique. Pour nous, une entreprise, elle n'a pas que pour seule vocation de faire de l'argent, comme tu disais tout à l'heure. Il y a autre chose. Une entreprise, ça prend de la place dans la vie d'une personne, et donc forcément, elle doit s'interroger sur son impact et ses impacts, non seulement vis-à-vis de ses salariés, de ses clients, de ses sociétaires chez nous, mais aussi de toute la société, de toutes les parties prenantes. Une entreprise qui fait du chiffre en polluant, elle fait du chiffre, elle sert sans doute des actionnaires, mais elle se tire une balle dans le pied, puisqu'un jour ou l'autre, elle pourrait bien ne pas pouvoir, même en étant très égoïste, ne plus pouvoir exercer son activité simplement parce qu'elle a scié la branche sur laquelle elle était assise. Donc ça demande un peu de hauteur, tout ça, et puis d'humanité ou d'humanisme. Merci Thierry. On va passer sur la raison d'être d'Octavie. Alors Octavie, avant... elle était forte en poème à l'école. Vous voyez, là non, je ne te demanderai pas de la... Voilà. Mais avant, je vais poser la question que je n'ai pas posée et que Thierry m'a justement dit... pourquoi Octavie, puisque finalement tu es devenu société à mission en novembre 2020, donc finalement relativement tôt, une des premières. Pourquoi toi Octavie, pilotant à l'époque une entité de 6 personnes, tu as voulu t'engager dans cette dynamique? Alors moi c'est très différent parce que donc, je suis une très petite structure, nous sommes une très petite structure. J'ai créé le cabinet en 2012 avec un passé, je venais de l'industrie, un grand groupe industriel, et donc je suis arrivée à ce métier avec l'histoire qui était la mienne, et donc je me suis créée en société unipersonnelle, donc j'étais toute seule avec moi-même pour avancer. Et donc expert comptable, c'est quoi? C'est un métier qui consiste à accompagner des entreprises, des dirigeants de structures diverses et variées, plutôt petites, puisque après, quand une entreprise grandit, elle internalise ses fonctions comptables, les accompagner à avancer, à se développer, à gérer correctement leur activité. Et ce métier, quand je me suis installée en 2012, j'ai décidé de l'exercer comme moi je le décidais. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans ce métier, c'était d'accompagner des dirigeants qui aimaient leur métier, qui prenaient soin de leurs équipes, qui avaient conscience que la valeur de leur entreprise, elle reposait sur leurs collaborateurs. Et j'ai choisi de vraiment me concentrer sur ce que j'aimais, c'est-à-dire voilà, des gens qui avaient vraiment une vraie implication dans un métier qu'ils aimaient. Au contraire, j'appréciais pas de travailler avec des chefs d'entreprise qui étaient dans la recherche du toujours plus. Je les appelle les mercenaires de la croissance, dont le seul objectif c'est de broyer du collab pour tirer les marges les plus hautes possibles et puis de pouvoir revendre au bout de quelques années leur entreprise le plus cher possible. C'était pas ce que je cherchais. Par ailleurs, j'avais des convictions, de par mon passé dans le grand groupe industriel dont je vous parlais. J'avais beaucoup voyagé et j'avais vraiment pris conscience rapidement qu'on a une chance incroyable en France d'avoir de l'eau buvable au robinet, d'avoir des plages propres, d'avoir des rivières propres. J'avais bien vu que dans le monde, il y avait quelque chose qui n'allait pas et cette conscience écologique, je la développais à titre personnel et à titre pro. Et donc du coup, à chaque fois que j'ai embauché des collaborateurs, donc aujourd'hui on est 8, je partageais ces convictions à la fois sur les souhaits d'accompagnement de nos clients et puis aussi ces convictions de prise en compte de notre environnement. Et donc du coup, je me suis entourée de personnes qui ont des valeurs proches des miennes. Et donc en 2017, je me souviens, le déclenchement, c'était 2017, discours d'investiture d'Emmanuel Macron, qui dit, il était sous la Marianne d'Aubet, il explique son programme, et il dit, moi je veux qu'on revoie philosophiquement ce qu'est l'entreprise, je veux que ce soit autre chose que le partage des bénéfices entre des associés qui ont décidé d'unir leurs forces. Et là je me suis dit, mais en fait,
c'est ça. Et donc en 2019, quand la loi Pacte est arrivée, enfin, j'ai attendu le décret 2020, après il y a eu le Covid. Là, j'étais encore associée unique. J'ai dit, j'y vais. Donc moi, la démarche a été un petit peu différente parce que j'étais toute seule à diriger, toute seule associée. Donc je me suis mise d'accord avec moi-même. Et donc, j'ai rédigé cette raison d'être. Je l'ai partagée évidemment avec mes collaboratrices. On est des filles. Et donc, le résumé de ce texte, c'est qu'on propose une expertise comptable qui accompagne nos clients à prospérer durablement. On a un devoir de conseil quand on est expert comptable. Notre devoir de conseil, on considère que c'est aussi d'informer nos clients qu'il faut qu'ils pilotent leur entreprise avec d'autres objectifs que la simple poursuite du profit, qu'il y a des enjeux à prendre en compte. S'ils ne prennent pas en compte ces enjeux, ils vont dans le mur. Donc voilà, tout notre accompagnement est basé là-dessus. Donc on leur fournit des indicateurs de gestion, on leur fournit, on les sensibilise. Et puis donc on est en route pour se transformer et pour proposer d'autres missions que les seuls indicateurs financiers. On va proposer des indicateurs extra-financiers, on propose de la comptabilité carbone et au bout, notre objectif ultime, ça sera de proposer une comptabilité qui intégrera d'autres capitaux que les capitaux financiers. Donc on est en train de se transformer pour aller vers tout ça, en se disant que ça fait vraiment partie de notre devoir de conseil d'accompagner les TPE en ce sens. C'est presque un manifeste en fait, ta raison d'être. Oui, moi je vois pas en fait aujourd'hui comment on peut être expert comptable et pas avoir cet objectif. Voilà. La comptabilité, elle sert à compter, à prendre en compte les éléments, à rendre compte. Si on ne le fait pas en intégrant d'autres choses que les euros, parce que c'est ça aujourd'hui, la comptabilité, c'est une convention qui n'intègre que les euros. Si on n'intègre pas d'autres choses, si on n'intègre pas d'autres capitaux, les capitaux humains, l'environnement, les ressources, les déchets, eh bien on manque à notre devoir de rendre compte correctement des choses et de prendre en compte les bonnes valeurs. On vient donc de faire un premier pas sur la raison d'être. Après, le deuxième, c'est les... C'est les... Ah oui, j'avais pas entendu. Donc c'est les objectifs. Et on va rester avec Octavie sur les objectifs. On a donc dans ces statuts la raison d'être et ensuite des objectifs. Voilà, 5. Vous allez voir, il y a, pour les 3 entreprises qui sont là, il y en a 5 et pour la mienne, j'en ai 5 aussi. Donc ce n'est pas standard, il y en a qui en ont beaucoup plus et d'autres moins. On peut même en avoir un, puisque voilà. Le texte dit un ou plusieurs objectifs. Ouais. J'en ai que 4, c'est pas grave. Ah. Oui, je ne sais pas compter en fait. Thierry me dit qu'il en a 4, on va voir après, s'il a raison, j'espère. Oui, c'est exact. Les objectifs tels qu'ils sont posés, ça fait 2 ans maintenant, 2 exercices que tu les mets en œuvre. Pourquoi tu les as choisis et comment, en fait, concrètement, ça se décline? Alors, objectif est un terme un peu trompeur, c'est plutôt un engagement puisqu'on est sur un horizon de 3 à 5 ans. Moi, je parle d'objectifs statutaires. C'est pas un objectif annuel. Comment, en fait, ces engagements, tu les déclines? Enfin, pourquoi tu les as choisis et comment tu les déclines sur chaque exercice? Alors, moi aussi, je suis bien d'accord que ce sont davantage des engagements puisqu'on ne va pas les changer régulièrement. Derrière, il y a des objectifs opérationnels qui sont pilotés par le comité de mission. Donc le premier engagement, ils sont dans l'ordre en fait alors on les mène, on fait des actions sous tous, mais ils sont dans l'ordre dans un ordre assez logique. Le premier, c'est de comprendre notre mission pleine de sens. Donc là, il s'agit d'aligner, de toutes s'aligner sur
sur ce que nous sommes, sur là où nous allons, sur notre stratégie. On a défini notre vision à 10 ans, sous ce premier objectif statutaire. On a aussi, du coup, j'ai associé 3 collaboratrices, donc maintenant nous sommes 4 associés sous cet objectif-là. Et c'est sous cet objectif qu'on avance toutes ensemble, vraiment alignés, et aussi qu'on travaille sur le sens et le plaisir qu'on a à accomplir notre mission. Donc c'est un objectif qui est vraiment un socle. Ensuite, on a de s'engager dans la cité. Alors ça, c'est des choses qu'on faisait déjà. On poursuit. On est dans un quartier prioritaire de la ville, à Lyon, et on s'engage auprès de fondations ou associations de notre quartier sur notre expertise, c'est-à-dire qu'on aide des porteurs de projets qui, par exemple, on travaille beaucoup avec Positive Planète. On travaille aussi avec d'autres acteurs sociaux du quartier sur du temps de travail qu'on prend bénévolement. Ensuite, on a un troisième objectif qui est de travailler avec des partenaires qui partagent nos valeurs. Donc là, pour vous donner une idée d'un objectif concret derrière cet objectif statutaire, là, on a évidemment effectué notre bilan carbone, ça fait partie du 5e objectif, de minimiser notre impact environnemental. Et passé le premier bilan carbone, on a engagé un dialogue, ce qu'on a appelé un dialogue CO2 avec nos fournisseurs, puisqu'on s'est rendu compte que nos fournisseurs étaient partie prenante à nos propres émissions, parce que dans nos achats, on a énormément d'émissions liées à nos achats de prestations de services. Et donc maintenant, on remonte notre chaîne de valeur en engageant un dialogue avec nos fournisseurs pour leur demander d'agir de manière à ce qu'eux-mêmes remontent leur chaîne et que tout le monde puisse contribuer à la réduction de 55% qui est attendue à 2030 par rapport aux accords de Paris. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Ensuite, on a évidemment, et ça c'est l'objectif sur notre cœur de métier, c'est d'accompagner nos clients à prospérer durablement, donc en leur proposant de nouvelles missions et en les engageant dans leur propre transition, dans leur propre revue de stratégie, revue de leur modèle d'affaires pour contribuer différemment à notre avenir. Et puis le 5e, donc de minimiser notre impact environnemental. Ok. Donc voilà, tu les déclines par des éléments quantitatifs annuels qui amènent à rédiger un rapport de mission. Tous les ans. Voilà. Tous les ans, on fait un rapport de mission. Le comité de mission fait un rapport de mission et ce rapport de mission est soumis tous les 2 ans à un contrôle d'un organisme tiers indépendant, comme l'expliquait Pierre tout à l'heure. Alors on va passer à ceux de Fimeca. Voilà Thierry, je te laisse les détailler. Après j'aurai une question en fait sur l'opérationnalisation. Alors pour le coup je ne saurais pas les citer par cœur, les 4. Mais vas-y, tu veux que je te les lise ou pas? Ouais. Innover avec nos clients pour la préservation de l'environnement par la résilience et la durabilité des structures et systèmes. Voilà, celui-là, il porte vraiment sur notre métier en fait. La logique des 4, le premier est vraiment sur notre métier, notre cible métier. Le deuxième est plus sur la place qu'on a envie de donner ou qu'on a envie qu'il soit donné aux ingénieurs et le rôle qu'on pense important de l'ingénieur et de l'ingénierie pour répondre aux grands enjeux de société. Voilà, donc ça doit être là-dessus, la place de l'ingénieur. Voilà, affirmer l'apport de l'ingénieur à la société dans un esprit d'ouverture et de partage. Le troisième est plus sur l'interaction qu'on a avec nos écosystèmes. Et il y a la notion derrière d'un mot qu'on entend peut-être de plus en plus en ce moment, du régénératif. En fait, c'est de se dire que, je l'ai dit tout à l'heure, Fimeca a été lancé sur la base de travaux de recherche qui étaient faits avant dans une école d'ingénieurs. Et c'est de se dire qu'en fait, si on veut que Fimeca et les autres vivent bien, il faut que l'écosystème vive bien. Et donc c'est aussi en échangeant avec l'écosystème, alors au sens géographique du terme, mais aussi au sens technique, métier, quoi. Voilà. Donc c'est aussi d'être dans les communautés de pratique, dans les groupes de travail, dans les pôles de compétitivité, etc. Favoriser l'épanouissement personnel et la diversité au sein d'une entreprise coopérative. Voilà. Et celui-là, il est plus sur l'interne et sur la façon dont on voit le management et les interactions avec les personnes et la place des gens dans l'entreprise. Quoi. Voilà. Globalement, c'est des objectifs ou des engagements qui sont très qualitatifs.
comment on opérationnalise ça dans quelque chose qu'on puisse suivre? Je le pose avec d'autant plus d'intérêt que les miens sont très qualitatifs et que je me gratte le cerveau pour savoir comment les transformer en objectifs mesurables, en éléments quantifiables. Ouais, ils sont effectivement très qualitatifs et c'est volontaire parce que en donnant société à mission, on les met dans les statuts et que des statuts, ils n'ont pas vocation à changer tous les ans ou tous les 3 ans. C'est un peu comme la constitution pour un pays, quoi. C'est pas a priori quelque chose qu'on change tous les jours. Voilà, donc si on veut qu'il soit stable dans la durée, c'est pour moi un peu contradictoire même avec le mot objectif, qui pour lui doit plutôt être ce qu'on appelle malin ou smart, quoi, donc limité dans le temps, mesurable, etc., quoi. Et donc effectivement, du coup, pour opérationnaliser, alors on s'est pas mal posé de questions sur la place qu'on allait, enfin où est-ce qu'on allait placer ça dans l'entreprise en fait. On a à côté une démarche RSE, est-ce que ça devait être lié à la démarche RSE ou pas? Est-ce que ça devait être porté par le groupe de direction, par qui ça devait être porté, comment? Finalement, le choix qu'on a fait, c'est de l'inclure totalement à la vie d'entreprise en le prenant en compte au moment où on définit nos objectifs qualité de l'année en fait. C'est-à-dire qu'on est ISO 9001, donc on est entreprise certifiée qualité. Ça impose un process dans la façon de gérer l'entreprise où tous les ans il y a ce qu'on appelle la revue de direction. Donc c'est-à-dire que le fonctionnement de l'entreprise est organisé par processus. Donc il y a des équipes de production, les équipes support, il y a ces choses-là. Et donc chacune de ces entités fonctionnelles, tous les ans, se donne des objectifs pour l'année. Et puis on s'en donne à l'échelle de l'entreprise aussi. Et donc là, en fait, c'est au moment de cette revue de direction, au moment où on fixe ces objectifs-là pour l'entreprise et pour chaque processus, que les objectifs de mission, ce qu'on appelle nous les axes de mission, donc ce qui a été mis dans les statuts, sert de grille d'entrée pour alimenter les actions et les objectifs qui sont fixés dans chaque processus. En fait. Voilà, donc du coup, c'est décliné de façon parfois très très opérationnelle, en s'inspirant de ces axes de mission pour mettre des choses très concrètes. Donc, à titre d'exemple, en fonction des 4 objectifs, des 4 axes de mission du coup là qui sont affichés, en lien avec le fait d'innover avec nos clients. Je disais tout à l'heure qu'une des difficultés, c'est derrière de challenger son business model, de le changer, etc. Il y a une des actions, un des objectifs qui était de trouver 3 projets pilotes pour tester des nouvelles offres avec des clients, en lien avec une démarche d'économie de la fonctionnalité de la coopération qu'on a lancée. Et un deuxième objectif qui était déjà tout simplement d'être capable de cartographier aujourd'hui l'adéquation entre les projets qu'on a et notre raison d'être. Se dire, est-ce qu'effectivement, quand on fait ce projet-là, on est en phase avec notre raison d'être. Donc de construire la méthode de cartographie de ça. Voilà. J'ai encore un peu de temps, je continue? Oui. Si je décline, du coup, sur le deuxième axe, la place de l'ingénieur dans la société, la contribution de l'ingénierie, etc. En fait, nous, on fait un peu de développement logiciel. Ça fait déjà quelques années qu'on a fait le choix de faire du logiciel libre, c'est-à-dire de open source, donc les gens peuvent charger et utiliser gratuitement, et modifier même. Voilà, il y a des actions qui consistent à améliorer la diffusion de ces outils open source pour qu'ils soient plus utilisés, finalement plus utiles à la société. Dans le troisième, c'est des actions qui sont de façon très pratique sur notre implication dans les pôles de compétitivité pour la renforcer et contribuer un peu mieux. Et puis, en lien avec le 4e axe de mission, on a notamment travaillé cette année sur la définition, l'amélioration à terme de notre processus recrutement pour se définir des critères de recrutement non techniques, ce qu'on appelle non techniques, donc pas portant vraiment sur les compétences métiers, mais se dire finalement si on veut avoir ce qu'on a écrit dans l'axe de mission, donc notamment la diversité. Voilà, si on veut de la diversité dans notre personnel, qu'est-ce que ça veut dire notre façon de recruter? Qu'est-ce que ça implique sur les critères qu'on se donne quand on recrute et comment est-ce qu'on fait ça? Ok. Voilà. Merci Thierry. Et je vais passer la parole à l'autre Thierry. Et je ne dis pas tout à fait Thierry, parce qu'il fallait que je la fasse quand même une fois ce soir. Donc Thierry, sur les 5 objectifs de la Maïf, là on change d'univers, on a des milliers de collaborateurs. Ils sont beaux ces objectifs. Comment on réussit à décliner ça quand on voit la variété des activités, les enjeux commerciaux, les enjeux
d'accompagnement des sociétaires. C'est quoi la clé? La clé, ça tient déjà, on la trouve déjà dans la méthode que je rappelais tout à l'heure pour la réflexion de la raison d'être. C'est-à-dire qu'on a regardé notre histoire, notre ADN, ce que l'on faisait déjà, et les objectifs qui sont là découlent de tout ça. Si je donne un ou deux exemples, alors nous sommes une société d'assurance mutuelle, ça veut dire que la société d'assurance mutuelle, elle existe par et pour ses sociétaires. On voit, donc elle n'a pas d'actionnaire. On voit bien que le premier objectif pour nous, c'est déjà d'être tourné vers les sociétaires et de rappeler que la Maïf, elle est là pour ses sociétaires. Donc, placer l'intérêt de ces sociétaires au cœur de ses activités, c'est une évidence. On dirait, beaucoup d'entreprises vont dire c'est l'intérêt d'abord des clients. Mais est-ce que c'est toujours vrai? Voilà. En tout cas, dans une mutuelle telle que la nôtre, mutuelle d'assurance telle que la nôtre, c'est vraiment le cœur. Et puis, avant même d'être société à mission, on avait déjà expérimenté, quelques années auparavant, ce qu'on appelle, nous, la symétrie des attentions avec nos acteurs internes, puisque je suis sur le deuxième, là. On parlait de management par la confiance, etc., etc. Donc, pas mal quand même de thématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans Mission. Vous savez, souvent, on nous a posé la question de comment faites-vous, là, c'est la 19e année cette année, là, le premier prix de la relation client, etc. Quelle est la recette de la potion magique, en fait? Et on dit qu'il y a certainement des tas d'ingrédients, et puis qu'on va faire comme le panoramique, ça, on va évidemment pas donner la recette, mais dans ces ingrédients, il y a le fait que les personnes qui sont en contact avec nos sociétaires renvoient finalement en qualité de relation, la qualité de la relation qu'on peut avoir en interne. C'est ça la symétrie des attentions. On voit bien en tant que consommateur, client de je ne sais quelle entreprise ou boutique, n'importe quel commerce, on sent bien quand les gens ne sont pas heureux dans leur job. Et on voit bien ce que ça donne. On se dit... ah ben oui, celui-ci et celle-ci n'a pas le sourire, mais on regarde un petit peu, on imagine les conditions de travail et on dit est-ce que moi j'aurais le sourire dans ces conditions-là? Donc c'est très important là aussi, et ça découle une fois de plus de la conscience qu'on a, de ce qu'on doit être en tant qu'employeur. Voilà. Contribuer à la construction d'une société plus solidaire à travers ses activités, ben ça aussi c'est dans la continuité de ce qu'on a toujours fait. Je ne veux pas être trop long, mais avec tout ce que j'ai entendu, là, et la plupart du temps, je partage quasiment tout le temps les propos là, qui ont été tenus, notamment de s'inscrire dans la durée, etc., etc. Je pourrais commenter pendant des heures, mais je ne vais pas le faire. Ouf, vous avez de la chance. Je vais essayer d'être précis et concret là, sur ces différents, j'ai failli dire piliers, ces axes, en tout cas ces engagements forts. Vis-à-vis de la société, contribuer à la transition écologique à travers ces activités. On donne parfois un exemple, là, lorsqu'on a des réunions, des séminaires, des rencontres avec nos sociétaires, nos acteurs internes, on pose souvent la question de savoir, d'après vous, pour nous qui sommes assureurs, quelle est la part de notre activité qui produit le plus de gaz à effet de serre? Si je vous pose la question, vous imaginez quoi? Pardon? La data, oui, le numérique, oui, mais c'est pas ça. Les déplacements des collaborateurs. Les déplacements, oui, c'est encore pas ça. Les bâtiments? Les bâtiments, c'est toujours vrai, hein, tout ce que vous dites là est très vrai, c'est pas le plus important. Le jet privé du président? Alors, le président n'en a pas, mais moi j'en ai un, effectivement. Ça, on est complètement à côté. Très sérieusement, ce sont les investissements. 73% de notre production de gaz à effet de serre viennent en fait de nos investissements. Pourquoi? Parce que nous sommes, en tant qu'assureurs, on entre dans la catégorie, vous le savez sans doute, des investisseurs institutionnels, là, les zinzins. Et donc, quand on gère comme nous 22 milliards d'actifs, eh bien, si on finance des sociétés, par exemple, qui travaillent dans l'énergie fossile, eh bien, on produit ce genre d'impact négatif. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur le reste, on travaille sur tous les champs. Et vous voyez que ça, c'est un petit peu étonnant. On ne pense pas forcément à ça, aux investissements. Et donc, on était sur ces sujets-là, nous,
de l'ISR, de sortir de toutes les activités liées au investissement socialement responsable. Oui, excusez-moi, investissement socialement responsable. Et on était en demande, d'ailleurs, nous, auprès des fonds d'investissement, là, de produits qui n'existaient pas déjà en 2005-2006. On a produit un rapport RSE très tôt, alors que c'était absolument pas ni réglementaire, ni même dans les réflexions, etc., etc. Voilà. Donc tout ça, on l'avait bien déjà, je dirais, en portefeuille, hein, pour utiliser un langage d'assureur. Et puis, promouvoir le développement des modèles d'entreprise engagés dans la recherche d'impact positif, bien ça aussi, ça se traduit par cette envie de partager. On nous dit parfois, et d'entraîner, voilà. On nous dit parfois, une mutuelle d'assurance, vous êtes dans l'économie sociale et solidaire. Que diable avez-vous besoin d'aller vous déclarer société à mission? Parce que finalement, sur de nombreuses thématiques, vous êtes déjà au rendez-vous et ça fait partie de votre histoire et de votre activité. Nous, ce que l'on pense, c'est d'abord qu'on peut toujours faire mieux, ça c'est une chose, que se fixer des objectifs, c'est toujours sain. La difficulté étant d'avoir des objectifs à la fois assez ambitieux pour emporter l'adhésion, notamment de notre corps social, parce qu'on a envie ensemble de faire mieux, et puis de faire progresser l'entreprise, et puis de regarder loin, et puis prendre garde à ne pas être dans la facilité avec des objectifs qu'on sait pouvoir atteindre sans trop d'efforts, parce que de toute façon, ça annihilerait complètement la démarche et ça ne présenterait aucun intérêt. Ça ne serait pas source de progrès, en tout cas. Donc, on est complètement là-dedans, et on se dit que, oui, c'est la place des entreprises, de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi la place des autres. On nous a dit parfois, mais le statut, vous avez un statut d'entreprise à mission, vous n'avez plus besoin d'être une mutuelle, puisque vous allez vous mélanger avec des sociétés anonymes, voire même des grandes entreprises. Alors des très grandes entreprises dans les sociétés à mission, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, à part une ou deux emblématiques, hein, on parle de Danone par exemple. Mais comme tu faisais remarquer tout à l'heure, il y a beaucoup de petites structures. Hein, et nous, ce qu'on se dit, c'est que ce tissu économique-là, si en plus de produire de la richesse, et c'est très bien, ça sert aussi à ça une entreprise, il produit aussi... Si ces entreprises-là s'attachent à produire aussi, à avoir des impacts positifs et amener du mieux à la société, eh bien on va y arriver. Et on sait, toutes les enquêtes actuellement d'opinion nous parlent de recherche de sens et nous disent que dans la population, notamment la population française, l'idée quand même qui fait florès aujourd'hui, c'est on attend les entreprises pour nous aider là-dedans. On n'est plus certain que les gouvernements puissent faire seuls. On ne sait pas trop comment faire, nous, au niveau des individus. Dites-nous, aidez-nous, montrez le chemin. Et puis, il y a une petite puissance financière quand même qu'on voit bien, là. Je ne vais pas plus loin, mais je pourrais vous parler d'une décision type dividende écologique, où on a décidé, nous, de consacrer 10% des résultats du groupe à des actions. Qu'est-ce que ça représente, 10% de résultats du groupe? Pour la première année, là, cette année, ça va représenter 8 millions d'euros. Voilà. Donc si chaque année on met 8, 10 millions, 12, et puis il y a des années où on a plus de résultats que ça, eh bien c'est une enveloppe. Alors après, techniquement, ça va être présenté à l'Assemblée Générale, là, donc puis c'est un peu compliqué au niveau des comptes, notamment. Mais le principe est là. C'est-à-dire qu'on s'est inventé un actionnaire, puisqu'on n'en avait pas, et cet actionnaire s'appelle la planète. Merci Thierry. On a fait la première partie, poser ce qu'est une société à mission. La deuxième partie, comment on l'illustre aussi bien avec la raison d'être et les objectifs. Et maintenant, c'est à vous de poser des questions. J'en ai quelques-unes en stock. Hein. Voilà. Il y a un micro qui doit être par là. Super. Et... Toc toc. Ça permet d'avoir la captation, en fait, du son. Oui, bonsoir. Juste une ouverture sur l'Europe et ce qui se passe dans le monde, parce que c'est très bien, je trouve, ce qui se passe en France, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe en Europe déjà? Est-ce qu'il y a les mêmes choses dans des pays tels que l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre?
Voilà, une ouverture autre que la France. Merci. Allez-y. Vous avez le droit de ne pas savoir. Hein. Vas-y, moi j'ai quelques éléments aussi, mais vas-y. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais ce que je suis par curiosité, c'est qu'effectivement, il y a une réflexion sur tout ce qui est... alors pas forcément sur le statut de l'entreprise, mais plutôt sur ce qu'abordait un peu Octavie, c'est-à-dire sur compter ce qui compte, quoi, les modes de comptabilité et comment rendre des comptes et les entreprises et les conseils d'administration, etc., quel type de compte ils doivent rendre. Il y avait tout ce qui était rapport extra-financier et qui est en train un peu de se compléter avec une réflexion au niveau européen et puis une réflexion qui est un peu plus américaine, on va dire, avec des approches un peu différentes. De ce que j'ai compris, la vision plus américaine étant plus sur la notion d'impact sur l'environnement, mais vu comme un risque pour l'entreprise, donc un peu dans le sens de ce que disait Thierry tout à l'heure, de dire si finalement je tire trop sur la corde moi-même, je ne vais plus pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, quoi. Donc comment est-ce que je quantifie ça et je le prends en compte quand je valorise mon entreprise, et la vision européenne étant plus de se dire bah non, même si ça n'a pas d'impact sur mon activité à terme et même si je n'identifie pas de risque, il faut que je compte l'impact que j'ai sur mon environnement au sens large, quoi. Voilà. J'ai un éclairage de Pierre qui a piloté jusqu'à peu une entreprise à l'échelle européenne. Si tu as quelques éléments. D'abord, je voudrais vous remercier pour vos interventions. C'était vraiment très très bien, très très intéressant et très stimulant. Donc ça, vraiment, c'est bien. Moi, j'ai eu l'occasion de piloter plusieurs entreprises dans différents pays européens. Et ce que je vais dire est un peu triste, en fait, parce que nous, comme vous l'avez rappelé, c'est la loi Pacte, c'est 2019. Mais en fait, l'équivalent de la loi Pacte existe aux États-Unis depuis 2010, enfin, c'est 10 ans avant. Ça existe également en Angleterre depuis 10 ans avant. Alors pourquoi ces pays anglo-saxons? Parce que c'est des pays qui sont très fortement dominés par l'actionnariat. Et donc, l'entreprise à impact, ça touche les statuts, et c'est directement un choix des actionnaires, en fait. Voilà. L'Italie aussi est très présente sur ce sujet depuis presque une dizaine d'années avant la France. Donc ce qui est un peu triste, c'est que la France est un petit peu en fait en retard sur ce sujet. Il se passe pas mal de choses au niveau européen, mais ça concerne plus le RSE. Il y a des directives qui sont en train d'arriver et qui vont s'appliquer à toutes les entreprises, y compris françaises, à partir de, je crois, de janvier de l'année prochaine. C'est plutôt le RSE. Oui, je vous laisserai commenter là-dessus. J'en profite pour poser une question, du coup, parce que je trouve que c'est très stimulant, c'est super intéressant. On ne peut pas ne pas être d'accord. Enfin, je veux dire, après, il y a une réflexion sur sa stratégie et la définition de sa mission. Mais en même temps, c'est hyper frustrant et décevant parce que 4 ans après la loi Pacte, il y a 1000 entreprises à mission en France. Des entreprises en France, il y en a entre 4 et 5 millions. Des entreprises de plus de 10 salariés, il y en a 200 000. Ça existe, comme je disais, aux États-Unis depuis 10 ans avant la France, mais voilà, c'est les Benefit Corporation qui ont donné naissance à B Corp, qui est l'un des organismes qui fait de la certification. Par contre, aux États-Unis, on n'a pas eu cet engouement aussi vif, hein, parce qu'ils n'en sont pas à 1000, alors qu'on est à... C'est 2005, je crois. Donc, non, c'est pas grand-chose, mais ça avance. Après, c'est compliqué pour... plus la structure est grande, plus c'est compliqué de se déclarer société à mission et de faire quelque chose de vraiment sincère. Parce qu'il faut qu'il y ait une communauté d'associés dans les valeurs, dans le projet de l'entreprise, ce qui n'est pas évident du tout. On voit bien que c'est facile pour des très petites. Et c'est pour ça que parmi les 1000, plus de la moitié sont des très petites. Parce que c'est plus facile pour les très petites. Mais encore faut-il que l'entrepreneur ait envie d'y aller. Deux remarques. D'abord, on ne peut pas ne pas être d'accord si on peut ne pas être d'accord. Tous les ans, là, il y a les assises de l'économie, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, à Aix-en-Provence, là.
Et il y avait cette année une table ronde assez emblématique avec notamment le patron de Carrefour qui exprimait très clairement que pour lui, c'était pas le job de l'entreprise de s'occuper de ce qui se passe autour d'elle et que l'entreprise à mission et tout ça, rien à faire, quoi. Donc si, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et ensuite, aujourd'hui, avoir le statut entreprise à mission ou ne pas l'avoir, c'est pas valorisé en fait autour. C'est un coût. Faut vraiment croire que ça va pouvoir apporter quelque chose dans son entreprise ou être convaincu de ce qu'on a envie de faire pour la société pour se lancer là-dedans en fait. Parce que finalement, le fait de devenir entreprise à mission en soi, c'est le côté réflexion sur la définition de la raison d'être. On y passe un peu d'énergie, mais c'est assez facile de se convaincre du fait que ça va nous apporter quelque chose, d'y avoir réfléchi, de savoir à quoi on a envie d'être utile, etc. Le fait derrière, une fois qu'on a fait ça, de se donner des objectifs, c'est un peu du bon sens de chef d'entreprise, de se dire si je veux aller dans un sens, je me mets des objectifs. Le fait de se rajouter un comité externe qui va donner un avis extérieur, c'est assez facile de se convaincre que c'est utile. Le fait derrière de se dire je vais me faire auditer tous les 2 ans, c'est un coût, en fait c'est directement un coût et c'est directement une charge, quoi. Et il n'y a aucune aide à côté, aucun soutien, aucune reconnaissance particulière. Donc, et c'est franco-français, alors que Bicorp, par exemple, effectivement, c'est plus international déjà. Et donc moi je vois autour de nous, il y a un certain nombre d'entreprises qui hésitent entre les deux et qui se disent finalement, quitte à faire quelque chose de bien ou qui me pousse à faire quelque chose de bien, est-ce que je ne ferais pas plutôt Bicorp que l'entreprise à mission, quoi. Donc je pense que derrière le nombre qu'on peut juger important ou pas important d'entreprises qui ont devenu entreprises à mission, il y en a plein autour qui se sont lancés dans la réflexion de raison d'être, etc., où ça apporte quelque chose et qui ne sont pas forcément comptés dans le nombre qui sont entreprises à mission, et c'est super quand même. Voilà, donc c'est un peu compliqué d'interpréter juste le nombre, je pense. Ouais. Si vous voulez un point de vue sur Bicorp, il y a 2 sociétés Bicorp en Auvergne, Picture, Organic Closing et à nouveau Volvic. Voilà, c'est les 2 seuls. Il se dit qu'il y en a une 3e qui fait des produits pour bébés qui serait en train d'y réfléchir, mais aujourd'hui, celles qui sont labellisées, c'est ces 2-là. Et au niveau français, on est entre 200 et 250. Il y avait une question. Je voudrais apporter une petite précision peut-être là, un petit commentaire. Je partage totalement ce qui est dit. On connaît les contraintes liées à ces statuts. Cette qualité, pardon les mots justes, qualité d'entreprise à mission. Le fait de graver cela dans les statuts, c'est quand même pas rien. Et ça peut faire... je ne reviens pas sur les coûts, les contraintes, etc. Mais même symboliquement. Et de se dire que pour ça, il y a une AG extraordinaire, qu'il y a un côté irréversible qui peut effrayer. On a une phrase d'ailleurs, qui est une phrase de notre directeur général là, que j'aime bien. Quand on a présenté tout cela, on a dit « Ayons bien tous conscience », a-t-il dit, que on va débarquer et on va brûler nos vaisseaux. Vous voyez, on est sur une terre nouvelle et si un jour il nous faut rentrer, il va falloir construire des vaisseaux parce que on est là forcément pour un moment. On s'inscrit dans le long terme. Ça peut aussi faire peur aujourd'hui. Quand on regarde à 5 ans, à 10 ans, qui aujourd'hui... alors d'abord, qui a des certitudes? Personne, ou alors c'est de l'inconscience. Mais qui est prêt à s'engager comme ça en se disant sur tel et tel sujet, c'est irréversible, j'y vais. Ça peut faire un peu peur. Alors peut-être faut-il regarder... C'est pas contradictoire, c'est pas sans rapport, etc. Mais on entend parler aujourd'hui des entreprises à impact. Et peut-être que tout ce beau monde va se retrouver là. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. Que toutes les entreprises, finalement, qui se soucient de leur impact, qu'importe, entreprise à mission, entreprise dite à impact, etc., se retrouvent. On a une fâcheuse tendance, alors à l'étranger, je ne sais pas trop, en tout cas en France, on a une certaine tendance à plutôt parler de nos différences que de parler de ce qui nous unit. On sait très bien ça dans le monde de l'ESS. Oui, mais vous les coopératives, oui, mais vous les mutuelles, oui, mais vous les associations, etc. Alors qu'en fait, on devrait passer plus d'énergie à se rassembler autour d'un socle commun qui peut être très puissant, une fois de plus. Voilà. Il y avait une question tout en haut, là. Oui, bonsoir. Vous avez donc mis en place une raison d'être dans vos structures, vous avez mis en place des objectifs. Vous disiez tout à l'heure que ça avait un coût, donc il fallait le développer, mais est-ce que vous avez réussi à améliorer le modèle économique,
vos relations avec vos salariés, le résultat de vos structures. En gros, est-ce que finalement, c'est pas se tirer une balle dans le pied de devenir société à mission? Non, moi je suis persuadé qu'au contraire, c'est une amélioration en fait du fonctionnement de l'entreprise, et ça va séduire des clients et ça va séduire des fournisseurs aussi et attirer des candidats quand vous avez des postes à proposer. Je garde le micro du coup rapidement. Ben oui, nous on a déjà des preuves de ça. Depuis, alors je dis pas que c'est du jour au lendemain la baguette magique, société à mission, mais ce qui découle de nos engagements, parce qu'on est société à mission, explique certainement que depuis 3 ans, là, on est dans un développement qu'on n'avait même pas imaginé. Alors on essaie de chercher, oui, on forme toujours mieux nos salariés, on sert toujours mieux nos sociétaires, on a certes des contrats qui sont sans doute adaptés au meilleur rapport qualité-prix, etc., tout ce qu'on veut. Oui, on est encore un petit peu pionnier dans certains domaines, mais tout ça n'explique pas ce qu'on est en train de vivre là. Et nous, on se dit que des décisions emblématiques, des prises de parole qu'on n'avait pas avant, qu'on a aujourd'hui, attirent vers nous, alors non seulement des sociétaires, mais aussi, c'est très juste ce que vous dites là, tout à l'heure quelqu'un a parlé d'attirer de nouveaux talents, je crois que c'est Bertrand dans son intervention. Attirer de nouveaux talents. On a des vrais sujets dans les entreprises, ça, je pense que beaucoup ici partagent cette remarque, pour recruter dans certains métiers. Chez les assureurs, typiquement, c'est ce qu'on appelle les data scientists. Cela, la donnée, c'est la richesse. Aujourd'hui, il faut des gens pour les traiter, ces données. Et puis les actuaires, une société d'assurance sans actuaire, elle ne peut pas travailler. Voilà. Et quand on est une entreprise niortaise, pendant très longtemps, recruter des gens à Paris, c'était possible. Leur expliquer qu'ils allaient venir dans les Deux-Sèvres, ça devenait un peu plus compliqué. Voilà. Et je peux vous dire que depuis quelques temps, là, depuis les 3-4 on va dire, dernières années, on voit des gens qui non seulement nous rejoignent, mais qui en plus qui déménagent. Figurez-vous, ça c'est peut-être l'effet Covid, je ne sais pas, mais qui viennent s'installer chez nous. Enfin, je dis chez nous, moi je suis Clermontois, vous l'avez compris, mais je suis un Deux-Sévrien d'adoption là, depuis 10 ans. Voilà. Et toi, Octavie, ça a changé quelque chose dans ton business? Il y a des clients qui ne sont plus, des salariés qui sont partis, des salariés qui sont revenus ou qui sont venus? Alors, nous, on n'est pas dans la recherche du développement de notre chiffre d'affaires. On fait un chiffre d'affaires de 550 000 € voilà, bon an, mal an, et on ne veut surtout pas grandir. Après, ça change quelque chose au niveau de notre performance, au niveau qualitatif plutôt. C'est-à-dire qu'on fonctionne beaucoup en mode projet, surtout, tout ce qu'on fait. Et du coup, on a un élan permanent. On n'est pas dans la routine. On n'est pas, voilà, on se fait plaisir en travaillant, ça c'est important. Et puis quand on a eu quand même besoin de recruter, parce qu'on était 6, on est devenu 8, ça a été facile de pas. Ouais, je pense que c'est lié aussi à cette singularité, parce qu'on reste singulier dans notre profession. Et on est dans un métier tendu aussi, et on n'a eu aucun problème. Voilà, c'est... Et toi Thierry, quand on est dans de l'ingénierie, quand on va sur le site de Fimeca, on voit que tu as plus de 50% dans le nucléaire. Est-ce que le fait d'être société à mission, ça change quelque chose en termes de business? Alors, je vais rejoindre ce qui a été dit avant sur le recrutement ou sur le fait de garder les gens, parce que le premier recrutement, c'est déjà qu'ils partent. Oui, ça joue très directement et très fortement. Alors, je pense que ça joue parce qu'on l'a pas fait pour ça. C'est-à-dire parce que tout ce qui a été fait, c'est fait avec des convictions, c'est fait sincèrement, c'est du coup aligné entre les mots, les actes, la communication externe, etc. Et je pense que ça se sent très vite et que du coup ça joue d'autant plus fort. Sur le côté business, c'est beaucoup plus difficile à mesurer et je pense que ça prendra plus de temps dans tous les cas. C'est beaucoup plus difficile à mesurer d'abord parce que le business il est lié à plein de choses et donc faire la part des choses entre ce qui vient du côté entreprise à mission et ce qui vient du reste c'est compliqué. C'est plus difficile à mesurer aussi parce qu'on est sur des changements d'activité qui prennent du temps, etc. Et qu'en fait, ça n'a pas été du jour au lendemain. Avant, on n'était pas à mission, après, on est à mission et on a tout changé du jour au lendemain, en fait. Donc, faire la part des choses entre les petits bouts de changement, les étapes qui viennent les unes après les autres. Et puis, ça prend du temps. Je vous ai dit,
lié au premier des axes, là, on re-questionne notre business model. Donc on s'est lancé dans une démarche de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc on a fait un temps de travail avec nos clients et des partenaires pour essayer de questionner avec eux notre raison d'être, de remonter à leurs enjeux, c'est-à-dire quand on fait quelque chose pour eux, à quoi ça leur sert et à quoi ça sert pour leurs clients, ou les clients de leurs clients, et à quoi ça sert à la société, et du coup comment est-ce qu'on peut ensemble mieux répondre à l'enjeu en faisant peut-être complètement autrement, ou en s'organisant autrement, en étant plus efficient, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on a lancé juste après être devenu entreprise à mission, et c'est toujours en cours, en fait. C'est là-dessus qu'il nous fallait les 3 projets pilotes cette année, voilà, donc ça mettra du temps à vraiment porter ses fruits, mais ce qu'on voit déjà aujourd'hui, même si les nouvelles offres sont encore qu'en phase de test, c'est que ça change notre relation à nos clients, ça c'est clair. Ça change leur regard sur nous, la façon dont on échange avec eux. Et donc oui, je suis convaincu qu'à long terme, ça aura un effet bénéfique sur notre activité à nous, et ça aura un effet bénéfique ensemble sur l'impact qu'on a sur la société en fait. C'est un effet d'entraînement global, mais qui est long, qui est lent, il faut être patient, et qui est, comme je disais au début, difficilement mesurable parce qu'il y a plein d'autres choses qui se mélangent avec, quoi. Allez Thierry, un tout petit parce que j'ai 2 questions encore, et puis on va s'orienter vers la fin des échanges. Long terme, sincérité, adhésion. Je crois que là, il y a des mots forts. Notamment cette attention vis-à-vis des acteurs internes, hein, des salariés, des collaborateurs, etc. Très important. Moi, je voulais dire que dans la salle, là, ce soir, il y a pas mal de salariés naïfs qui n'ont aucune obligation d'être là, soyons clairs. Je pense que si j'étais un fumiste qui vienne raconter la société à mission et que dans leur quotidien, ça ne résonne pas, j'ose penser qu'ils et qu'elles ne seraient pas là ce soir. Ou pour interpeller. Ou pour interpeller. Une question. Oui. Je me permets de me présenter, parce que je pense que c'est plus agréable pour vous aussi si vous savez peut-être qui vous pose les questions. Moi, je suis actuellement coprésident d'une association étudiante et en stage dans une entreprise qui pourrait se poser cette question-là de devenir une entreprise à mission. Donc, je suis vraiment venu ici pour découvrir en fait ce concept. Et ce que je vois dans votre présentation, c'est pour moi quelque chose. Et là, je veux prendre un peu le contre-pied du cheminement que vous faites. Pour moi, vous êtes des personnes qui sont dans des structures qui ont un objectif premier, qui est celui d'une entreprise, classiquement, et qui évoluent vers la question de peut-être qu'est-ce que c'est l'intérêt général et comment est-ce qu'elle s'incarne dans ma mission d'entreprise. Et du coup, moi qui viens plutôt du monde de l'associatif pour l'instant, je vois le schéma inverse, qui est une association qui va se poser en premier lieu la question de son objet social et de comment est-ce qu'elle travaille à l'intérêt général, et qui peut-être à un moment va commencer à se dire comment est-ce que je construis un modèle économique qui me permet de pérenniser les actions que je fais. Et au regard de l'urgence dans laquelle on est d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, etc., je vois que vos démarches, dans ce que vous exprimez, sont des choses qui sont à construire et qui se font sur un temps long. Et je me pose la question de quelle interaction est-ce que vous pourriez envisager de créer avec un milieu qui est fortement engagé là-dedans. Moi, je suis très content d'être dans mon entreprise parce qu'elle s'aligne avec un certain nombre de mes valeurs, mais j'aurais toujours le sentiment très personnel d'être plus engagé via mon engagement associatif, et donc via les missions d'intérêt général que je peux réaliser dans ce cadre-là. Et donc, vraiment, ma question, c'est est-ce que, finalement, voilà, votre réflexion aussi, elle peut s'aiguiller vers ça, qui est de dire comment est-ce qu'on laisse l'espace à des gens qui sont en train de porter des missions propres via des associations, pour qu'ils se sentent à l'aise dans la structure économique qui est développée, la société à mission, mais qui finalement n'appartient pas totalement à l'orientation que vous pouvez lui donner en tant que société à mission, mais qui s'aligne quand même avec ses objectifs. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Mais voilà, c'est quel rapprochement, en tout cas, ou comment est-ce que vous pourriez vous appuyer là-dessus pour accélérer en fait ce processus que vous êtes en train de mener chacun et chacune. Thierry. Non, la question est large, si j'ai bien compris, donc je pense que je vais répondre qu'à un petit bout de la question. Mais sur le côté alignement entre valeurs personnelles et engagement professionnel ou associatif, en fait, parce que ce qu'il y a dans la question, ça résonne pas mal avec ce que j'ai ressenti moi pendant le process. Quand je vous ai donné tout à l'heure le pourquoi réfléchir à une raison d'être,
j'ai donné que des raisons rationnelles en fait. Parce que le lien s'était perdu entre les gens, parce que définir un plan stratégique, parce que on a envie de savoir à quoi on est utile, etc. Que des choses assez rationnelles. Et en fait, ce que je me suis... Alors, il se trouve que c'était l'année du Covid, l'année 2020, donc en plus, dans le jardin, on avait le temps de réfléchir, etc., de lire et tout. Et au travers de ce que j'ai lu pendant ce temps-là, des réflexions que j'ai eues, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, il y avait une raison qui était sans doute encore plus forte que les 3 raisons rationnelles, que je ne m'étais même pas avoué à moi-même, et dont je n'avais pas conscience au moment où j'avais lancé cette réflexion en interne à l'entreprise, c'est qu'en fait, j'avais un profond besoin d'aligner ce que je faisais dans mon job avec ce pourquoi j'avais envie de me battre à côté, en fait. J'étais par ailleurs engagé dans diverses associations, sur diverses choses, et ce besoin au fond, j'avais besoin de sentir que mon entreprise était utile à la société et contribuait à quelque chose, quoi. Mais pourtant, je ne l'ai pas présenté comme ça aux salariés, je ne l'ai pas présenté comme ça aux actionnaires. Tout le monde a adhéré à la démarche sur la base des raisons rationnelles, quoi. D'accord ? Premier point, donc très personnel pour moi. Et deuxième point, c'est que je l'ai présenté comme je vous l'ai dit, pour ces raisons rationnelles-là, et donc sans dire ce serait cool qu'on serve à l'environnement, ce serait cool qu'on serve à la société, enfin voilà, sans mettre d'orientation de valeur là-dedans. Et ben, j'ai été frappé qu'à tous les moments d'échange qu'il y a eu, que ce soit avec déjà le premier avec le groupe de direction, ce que j'appelle le groupe pilote, là, toutes les raisons d'être qui ont émergé, il y avait l'aspect environnemental dedans. L'entreprise, c'est FIMECA, fiabilité mécanique. Il n'y a rien d'environnemental à la base, quoi. Tout ce qui a émergé, il y avait ça dedans. Quand on l'a repassé avec les actionnaires, pareil. Et quand on l'a placé avec les salariés, pareil. Et les seuls doutes qu'il y a eu, en fait, quand j'ai dit tout à l'heure, ça a permis de faire émerger les oppositions qu'il y avait avec les formulations qui ressortaient comme majoritaires. C'était marrant parce qu'en fait, les oppositions qu'il y avait, par exemple à la formule qui a été retenue finalement, c'était de dire oui, mais nous, FIMECA, on est une boîte de service. Moi, je suis en phase avec le fait qu'on dise que c'est bien de vrai pour l'environnement, qu'il faut faire attention à l'environnement, mais est-ce qu'on a la légitimité, entre guillemets, à faire la leçon à nos clients qui, eux, sont industriels, et à leur dire c'est pas bien, tu pollues, il faudrait que tu fasses autrement. Et donc, c'était pas une remise en cause de cet enjeu environnemental, c'était parce que là-dessus, ils étaient alignés aussi. C'était juste est-ce qu'on est légitime pour le faire, est-ce qu'on peut faire changer les autres. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je pense pas que ça s'oppose en fait. Au contraire, je pense que ça permet d'aligner et de relier. Voilà. Ok. Claire, tu avais une question. On va. Ah, pardon. Allez, 2 dernières, parce que je voudrais. Vous voyez, ça fait 1h10, 1h20 qu'on échange et à un moment, voilà, on a envie de passer à autre chose aussi. Est-ce que merci beaucoup je tutoie facilement de t'être présenté. Est-ce qu'il est possible de faire la même chose? J'avais oublié tout à l'heure. Pas de souci. Donc Géraldine Mezzalira, moi je suis directrice RSE d'une toute jeune filiale. Et j'ai une question où Madame Véricel l'a un petit peu abordée d'un point de vue personnel. C'est vous parlez d'engagement de société. La société à mission, il y a des engagements derrière qu'on prend vis-à-vis des engagements sociétaux. Et vous avez un petit peu parlé de renoncement. Est-ce que vous avez eu des renoncements? Parce que ça fait partie de la démarche aussi quand on passe en entreprise à mission. Est-ce que vous, dans vos entreprises, vous avez eu des renoncements en passant société à mission? Au niveau business ou au niveau investissement? Je parlais tout à l'heure des investissements socialement responsables. Il y a un renoncement. C'est que quand on dit qu'on financera plus certains types d'entreprises, clairement, on renonce à pas mal de dividendes. Déjà. Donc ça en est un. On aurait de toute façon fait, je pense, même si la loi Pacte n'était pas passée, parce qu'on était déjà dans cette tendance-là. Mais là, on le fait d'autant plus que, on parlait tout à l'heure dans les objectifs, là, il y a du qualitatif, mais il y a aussi du quantitatif. Et donc, on s'engage, nous, en termes de quantité, de pourcentage de ceci, de cela, etc. Et pour atteindre ça, on a parfois aussi arrêté certains projets qui étaient en cours pour pouvoir consacrer notre énergie à autre chose, à justement les objectifs qu'on s'était engagé à atteindre auprès du comité de mission. Donc on est
Oui, forcément, on fait des choix, et vous êtes bien placé pour savoir que choisir, c'est renoncer, donc tous les jours. Ouais, tous les jours. Quand on a installé la géothermie au siège, là où travaillent à peu près 2500 personnes, eh ben, on s'est rendu compte qu'il ne faisait plus aussi chaud et aussi frais l'été dans les bâtiments. On a renoncé à un certain confort, collectivement. Octavie, tu souhaites... Nous, on a renoncé à certains clients. Alors, qu'on soit bien d'accord, notre objectif, c'est pas de travailler dans un entre-soi entre sociétés qui pensent toutes la même chose. Au contraire, notre mission, c'est précisément d'aider les entrepreneurs à infléchir leur modèle quand ils sont pas du départ dans la bonne, dans ce que nous on considère comme étant la bonne trajectoire, c'est-à-dire préparer un futur souhaitable. Donc on accompagne toutes sortes de clients, on n'a pas de critères de rejet systématique, mais par contre il nous est arrivé quand même de dénoncer les relations, enfin d'arrêter des relations, parce qu'on a des missions reconductibles d'année en année, avec des clients quand on voyait qu'au bout d'un moment, on n'arrivait vraiment plus à dialoguer avec eux. Voilà. Et on s'est même privé de chiffre d'affaires parfois qui nous faisait mal, mais au bout d'un moment, voilà, on s'est dit, on n'est plus aligné, on peut plus fonctionner. Après, en termes d'autres renoncements, et du coup, on a mis par exemple en place, dans les différents objectifs qu'on suit, on a mis en place quand même un mode de sélection unanime de nos clients, pour différentes raisons, hein, pas que sur des critères, pas que sur des critères de valeur. Et là aussi, voilà, en tant que dirigeante, moi aujourd'hui, j'accepte de ne pas dire oui à un prospect, comme ça qu'on les appelle, quand l'ensemble des collaboratrices n'est pas d'accord pour travailler avec cette personne. Thierry, tu as quelque chose à rajouter ou on laisse la parole à Claire? Ouais, juste rapidement, c'est une bonne interpellation. En fait, nous, on l'a eu juste après avoir choisi la raison d'être, avant même d'être société à mission. Pendant ce séminaire-là dont je parlais, aussitôt qu'elle a été votée, l'atelier d'après, c'était l'ensemble des salariés, partis groupe, qui disaient du coup, maintenant qu'on a choisi cette raison d'être, qu'est-ce que ça implique pour Fimeca? Et tout de suite, il y a eu comme question, on travaille un peu pour l'oil and gas, on travaille un peu pour l'armement. Est-ce que c'est vraiment une industrie respectueuse de l'homme et de son environnement? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter ça tout de suite, quoi? Et pour le coup, on n'a pas renoncé. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, un peu dans le sens de ce que disait Octavie, en fait, le secteur d'activité en tant que tel, ça dépend aussi comment on l'accompagne et qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. En l'occurrence, par exemple, dans l'oil and gas, c'est sur la prolongation de la durée de vie des plateformes qui existent déjà. Donc en fait, à part à se passer de pétrole tout de suite du jour au lendemain, on en a encore un peu besoin et ça pollue moins de continuer à utiliser les mêmes plutôt que d'en installer des nouvelles. Donc c'est pas forcément contradictoire, d'une part, mais au-delà de ça, parce qu'en fait, si on veut changer le monde, il faut exister, quoi. Et donc, on n'est pas une entreprise qui a beaucoup de marge, voilà. Et donc, si on veut aller dans le sens de ce qu'on veut faire, il faut qu'on y aille progressivement, au fur et à mesure de ce qu'on peut. Et donc, en fait, il faut aussi que l'activité elle continue pour financer l'orientation qu'on a choisie, en fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a plutôt pris les choses dans un autre sens, c'est de se dire, l'enjeu, c'est pas à quoi on renonce, c'est où on met notre énergie pour ce qu'on va chercher demain, en fait. Et donc, c'est d'où ce que je disais tout à l'heure sur la question du business model, comment on le réoriente, etc. Mais tant qu'il n'est pas réorienté, tant qu'il n'y a pas les nouveaux clients, tant qu'il n'y a pas les nouveaux projets, il faut exister, sinon on ne les fera jamais, ces nouveaux projets, quoi. Claire, c'est à toi. Ouais, alors moi c'est Claire-Antoine, je suis à mon compte et j'aide les entreprises justement à rediriger leur stratégie en les faisant entrer dans les limites planétaires. Et en fait, la question précédente était celle que j'avais sur la question du renoncement, et donc je vais peut-être aller un peu plus loin. Vous avez partiellement répondu, mais là ma question serait quelles seraient les conditions pour prendre soin du renoncement, donc pour accompagner un renoncement d'une activité par exemple. Je ne sais pas si c'est clair, je vois Thierry qui... Si, non, je réfléchis. Mais
Enfin, c'est complexe. Enfin, ta question est très claire, mais la réponse est très complexe à faire. Parce qu'il y a aussi parfois des renoncements hypocrites. C'est-à-dire que quand ça ne conduit pas à arrêter l'activité, mais juste à la céder à quelqu'un d'autre qui la fera, pas forcément mieux que ce qu'on aurait fait, est-ce que vraiment on a eu un impact positif? On peut se poser la question, quoi. Donc, je pense que c'est une des questions à se poser quand on renonce, de dire pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait juste pour pouvoir dire « moi je suis propre » ou est-ce qu'on le fait vraiment parce qu'on veut agir sur la société et que cette chose-là, elle s'arrête, quoi. Voilà. Et donc parfois, je pense qu'accompagner le renoncement, c'est de continuer en cherchant à faire comment on fait autrement ou comment on apprend à s'en passer, quoi. Voilà. Et pas forcément tout de suite de dire j'enlève de mon portefeuille, quoi. Voilà. Et puis après, l'autre condition que je mettrais, c'est celle que je disais tout à l'heure, hein, juste avant, c'est qu'une des conditions, c'est que ce soit soutenable pour l'entreprise. En fait, si l'entreprise n'existe plus, elle ne fait plus rien, elle ne change plus rien, elle ne porte plus rien, quoi. Donc il y a quand même cette condition-là qui rentre, quoi. Pas facile, effectivement. Je crois que ce que décrivait Thierry à l'instant, c'est ce que j'appelais la sincérité tout à l'heure déjà. Donc environner tous ces renoncements déjà de sincérité, et ne pas être dans la com. Pas renoncer trop vite non plus. Et puis ce devoir d'accompagnement, d'entraînement plutôt, qu'on a notamment vis-à-vis de prestataires, de fournisseurs. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on a été suivi depuis, donc on en parle un peu plus, mais les pièces de réemploi pour réparer les voitures. C'est un sujet qu'on porte depuis de nombreuses années, parce que finalement, une aile ou un capot, une fois que la peinture a été faite et bien faite, il n'était pas abîmé la plupart du temps, il était quasi neuf. Personne ne s'en aperçoit, sauf qu'on était tenu, évidemment, de ne pas le faire sans l'accord des sociétaires. Donc déjà, il faut convaincre les gens. Leur dire que ce ne sont pas des éléments de sécurité, et que, bon, etc. Convaincre aussi les carrossiers, par exemple, d'entrer dans cette démarche-là, et puis participer à organiser la filière, parce que c'est bien beau de dire qu'on va avoir des pièces de réemploi, mais si personne ne récupère les voitures et démonte les pièces, vous les trouvez où? Donc il a fallu plusieurs années pour accompagner la filière, qui commence quand même là aujourd'hui à s'y mettre, et ce qui fait que les assureurs et les carrossiers qui cherchent aujourd'hui des pièces de réemploi les trouvent plus facilement qu'il y a ne serait-ce 4 ou 5 ans, on va dire. Voilà. Donc ne pas renoncer trop facilement, mais savoir renoncer, et puis être sincère toujours dans la démarche, en fait. Voilà. Tout ça, c'est pas de la com, ce n'est pas que de la com. Thierry, Octavie, je vous remercie. S'il y a encore des questions, on aura un after. Et puis, vous croyez qu'on peut les applaudir ou pas? Une dernière petite chose. Le logo à gauche, vous le connaissez? Oui. Celui du milieu, c'est une association qui rassemble des gens qui sont entreprises à mission. Et celui de droite, vous connaissez celui de droite? Ah, il y en a qui ne connaissent pas. Eh bien, pour que vous sachiez ce qu'est le logo de droite, je vais demander à Fabien Marlin de venir m'accompagner. Fabien est copilote de la Convention des entreprises pour le climat et va nous dire pourquoi ce soir, cette manifestation est sous l'égide effectivement de la MAIF, d'entreprises à mission Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes et de la Convention des entreprises pour le climat. Bonsoir à tous. Déjà, merci à vous trois, parce que c'était vraiment hyper inspirant, comme a dit Pierre tout à l'heure. J'ai retenu plein de choses. Hein, la planète est actionnaire, mais du coup, ça me pose la question, comment je suis actionnaire de la planète en symétrie des attentions, mais sur le donner du mieux à la société, sur le modèle économique soutenable, à propos des objectifs socio-environnementaux, de chercher un impact positif, tout le monde le cherche, de notre raison d'être, et puis de dire aussi qu'on attend beaucoup des entreprises. C'est vrai qu'on attend beaucoup des entreprises. Et votre conseil, Thierry, être pragmatique, être accompagné et gratter là où ça fait mal. Alors on a parlé des sociétés à mission, donc on a bien compris l'intérêt des sociétés à mission, et puis il y a une petite question tout à l'heure qui nous a interpellés sur c'est quoi le lien avec les associations. Et nous on va vous présenter une association d'intérêt général qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, avec un petit logo Massif Central puisqu'on incarne notre territoire. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une association qui a regroupé 150 entreprises entre 2021 et 2022 et qui les a réunies au sein d'une aventure collective pour travailler ensemble comment répondre aux enjeux écologiques et tout ça avec un lien forcément de la transformation économique des entreprises. Alors,
fort de succès de cette première convention, le choix a été fait de la décliner au travers des territoires, notamment pour répondre aussi à la question qui a été posée un petit peu plus tôt au-dessus tout à l'heure, c'est comment on va plus vite, comment on accélère tous ces mouvements, comment on donne la possibilité à toutes les entreprises de s'engager. Le choix a été fait, nous, de décliner par territoire, donc par grande région. Sont déjà nés, début de cette année, les régions Provence-Corse, Bourgogne-Franche-Comté, Ouest, Bassin lyonnais, Alpes. Et on a la chance dans le Massif central, avec une partie de l'équipe qui est assise ici, une super équipe, d'avoir l'opportunité de lancer cette convention des entreprises donc, sur le Massif central en octobre prochain. Et en octobre prochain, qu'est-ce qui va se passer? Notre objectif, c'est de regrouper donc, 60 entreprises de notre territoire et de leur faire vivre la même aventure collective autour de plein de sessions en présentiel ou pas, et autour de critères comme le niveau d'information, le niveau d'équipement, comment elles se sentent armées, comment elles se sentent équipées face à cette transition. Et notre dernier moteur, c'est comment on accélère cet engagement des entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment de les aider à réfléchir à tout cela, avec un motto. Notre motto à nous, c'est rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative d'ici 2030, ou avant 2030. Et du coup, je me suis posé la question sur, tout à l'heure, quand vous présentiez vos objectifs, vous avez 2-3 fois, vous parlez d'économie généreuse, j'aimerais bien en reparler tout à l'heure, parce que je n'ai pas le concept, donc, et je ne l'aperçois pas comme ça. Mais, aujourd'hui, on est en train de se structurer, donc pour que cette CEC puisse naître en octobre l'année prochaine. Vous pouvez nous contacter, je ne sais pas, on pourra donner les coordonnées, en tout cas des gens qui s'en occupent, vous êtes les bienvenus. On s'adresse à tout type d'entreprise, tout niveau de maturité. On parle d'entreprise, mais aussi d'organisation, c'est-à-dire l'organisation publique et privée. D'associations aussi. Et d'associations. Le but, c'est que ces associations, ces entreprises, ces organisations aient la même envie de s'engager sur tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. On parle le même langage, donc on a de quoi œuvrer tous ensemble, avec des outils différents, mais en tout cas, on va tous dans le même sens, j'espère. Et merci beaucoup. Merci Fabien. Merci. À la fin, on dit merci. Voilà, donc merci surtout à vous de vous être déplacés ce soir. Merci à nos intervenants d'être venus de Niort, de Lyon, de Courdon, non, de Vichy. Voilà. Merci aussi au Connecteur. Le Connecteur qui est une association qui peut faire de la captation, qui est un média pour mettre en valeur toutes les initiatives territoriales d'innovation à impact. Voilà. Et puis, vous savez comment est née cette soirée. L'idée de cette soirée, elle est née autour d'un verre. Et je voulais particulièrement un verre que j'ai pris avec Sylvia là-bas. C'était il y a un an, presque un an, c'était en juin 2022. On était sur la terrasse de l'Océania et on s'est dit, et si on faisait un truc sur les sociétés à mission? Il nous a fallu un peu de temps pour le réaliser. Donc, merci beaucoup Sylvia. Et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse monter, boire un verre et faire en sorte que vos échanges soient la source de plein d'idées et qui sait peut-être des choses qui naîtront. Et je crois même qu'au-dessus, il y a un cadeau qui est offert par la Maïf. Je crois que vous avez un livre. Oui, voilà. Il y a un livre qui n'est pas celui-ci. Celui-ci vient juste, donc l'autre vous parlera plutôt de transition écologique. Et celui-ci qui vient de sortir, alors j'en ai qu'un exemplaire là et je vais l'offrir à Pierre, là, qui s'appelle Maïf orchestrer une société à mission. C'est aux éditions MA, édition, c'est ça. Donc l'apport de nombreux chercheurs qui racontent une histoire vraie. Merci beaucoup et maintenant buvons.